Bonjour. Après avoir défini dans la première vidéo les raisons pour lesquelles il est intéressant de filtrer l'eau de la maison, notamment l'eau de boisson, dans cette deuxième vidéo, je vais aborder ce que je considère comme étant des mauvaises solutions de traitement de l'eau, et j'expliquerai surtout pourquoi l'osmose inverse est un mauvais choix. À la fin, je décrirai les matériaux qui interviennent dans les principales solutions de filtration afin de pouvoir comprendre leurs principes d'action. On reprend ? Oui. Donc on en était arrivé à pourquoi finalement il fallait le plus raisonnable semble être de filtrer l'eau. Une fois qu'on voit que l'eau du robinet elle n'est pas terrible et que les bouteilles c'est pas une solution. Donc quand on commence à vouloir filtrer l'eau et qu'on en a marre des bouteilles, le premier truc qui va venir, et c'est ce par quoi j'ai commencé aussi au début, c'est les carafes type Brita. Voilà. En général ça commence comme ça, avec les carafes Brita. On va en parler. T'aimerais que ce soit déjà pas mal. En fait, donc ces carafes-là, les pichets filtrants, comme on appelle aussi, voilà, bon, tout le monde voit ce que c'est. C'est une petite cartouche dedans dans laquelle l'eau va s'infiltrer gravitairement, on la remplit au-dessus. Ces cartouches comprennent un mélange en général de charbon actif en granulé et de résine échangeuse d'ions qui va permettre de réduire le calcaire. Et tout ça avec également des particules d'argent pour que ça ne se contamine pas trop vite au niveau bactérien. Alors, bon, on dit bien ces cartouches-là, elles ne sont d'ailleurs vendues pour ça, pour améliorer le goût de l'eau, hein, pas pour enlever les pesticides, les résidus de médicaments et compagnie. C'est uniquement pour enlever le goût et pour la rendre un peu plus agréable aussi au niveau des boissons chaudes, qu'il n'y ait pas un film qui se crée à cause du calcaire. Et donc le truc c'est qu'en pratique, au niveau de... Enfin, ça ou rien, c'est pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, je veux dire. Au niveau de la filtration, ça va effectivement réduire le chlore quand la cartouche est neuve, et on sent la différence. Le truc, c'est que ces carafes-là, il est conseillé sur les notices de les stocker au frigo pour limiter le développement bactérien. Ces carafes, quand on la remplit, on demande de les mettre au froid. Oui, la carafe elle-même. Et donc, comme on sait que de toute façon, le chlore, quand tu laisses une carafe comme ça, le chlore va finir par s'évaporer, et encore plus dans le froid, puisque là, il y a quand même un certain temps d'attente. Et il est probable que ça ne change pas grand-chose entre simplement mettre de l'eau dans une carafe au frigo, le chlore va s'en aller, ou filtrer à travers ça. Quand on met de l'eau du robinet au frigo, elle est meilleure. Effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est quand même... Ben, ça peut être par rapport justement au fait que le chlore se soit éliminé. On va passer dans le frigo. Tu regarderas quand tu ouvriras le frigo, si tu sens une vague de chlore. Donc, bon, en fait, voilà, ça va éliminer le chlore, mais bon, en réalité, on peut l'éliminer d'une autre manière aussi. Ça va éliminer un peu le calcaire, et ça c'est vrai, ça fonctionne. Tant que la résine est bonne, n'est pas saturée, ça va éliminer un peu le calcaire. Ça va rebalancer des particules d'argent, ce qui est très discutable. Et de toute façon, au bout d'un certain temps, ça ne filtre plus rien du tout parce que le charbon actif est saturé, la résine aussi. Les gens oublient de les changer, ils ont l'impression d'avoir quelque chose de filtré, ils ont l'impression que c'est un vrai filtre, alors que ce n'était là que pour le goût et un peu le calcaire. Et ça donne une fausse impression de sécurité finalement, alors que ça n'enlève rien de tous les polluants dont on parlait là. Il y a d'autres cartouches qui nous disent que les nitrates sont arrêtés aussi. C'est possible, ça fonctionnera sur le même principe. Les nitrates, on les arrête avec une résine échangeuse d'ions aussi. Donc il est possible que mélanger dans tout ça. Mais j'ai fait, cet été, j'ai eu l'occasion de faire une autopsie d'une cartouche comme ça et de voir un peu comment c'était fait dedans. On s'aperçoit que, bon, ben voilà, il y a effectivement, c'est vraiment un mélange de petites perles blanches, donc de la résine anticalcaire, et de petites perles noires qui sont le charbon actif, dont on va parler après.
Mais au final, il y a des zones qui sont plus blanches que noires. L'eau, quand elle va passer là-dedans, c'est le problème de toutes les cartouches en granulés. Elle peut se faire ces petits cheminements, elle peut se faire. On ne sait pas au final, toute l'eau n'est pas en contact nécessairement avec le matériau, ou de manière optimale. Et l'argent, tout ça rejoint quand même l'idée, alors moi de l'argent colloïdal, mais ça doit être complètement différent, qui est antibactériologique. L'argent, il était où dans ces petites billes? Je ne sais pas exactement de quelle manière il est mis, parce que est-ce qu'elles doivent être traitées à l'argent? Je ne sais pas exactement, c'est un peu comme dans le principe des cartouches céramiques qui sont aussi traitées à l'argent, mais on ne le voit pas l'argent, pour éviter l'argent est un antibactérien, mais du coup cet argent, on se le retrouve dans l'eau, c'est discutable aussi. On peut vouloir une eau qui soit simplement propre, simplement sans tout ça. Ça va être un autre... C'est un choix à faire dans tous les cas. Ça devrait être un choix à faire. Ce qu'il y a dans l'eau, on devrait pouvoir... Donc les carafes Brita, voilà. Ça ou rien, c'est à peu près pareil, quoi. Et au final, ça finit par avoir un coût aussi pour un bénéfice qui est extrêmement réduit. Bon, de toute façon, je dis Brita, mais il y en a d'autres. Hein, donc il y a plein d'autres marques maintenant. C'est pas un monopole. Donc, bon. Alors du coup, quand on va vers l'idée maintenant est d'aller vers des solutions plus sérieuses, entre guillemets, et quand on se pose la question donc d'acquérir une solution plus sérieuse, c'est là qu'on se confronte à ces différentes sociétés, notamment, qui vont chercher à vendre des produits hyper chers, qui dans certains cas, en tout cas, moi pour ce que j'ai pu voir, et j'en ai vu plusieurs, et j'ai vu beaucoup de témoignages, enfin globalement, tout concorde, c'est des produits qui ne valent à peu près rien, pas grand-chose, mais qui vont être vendus au prix fort, et puis si possible avec un contrat d'entretien annuel derrière. L'Okangen, on ne va pas commencer à en parler là, parce que sinon on n'en sortira pas, mais on peut en parler après si tu veux. Hein. Mais tu peux oublier aussi, là on est en train de parler de chercher une eau à boire tous les jours, une eau de robinet, et l'Okangen doit être considérée comme une eau thérapeutique. Certains vont dire le contraire, mais voilà, c'est encore une autre chose. Il faut voir le prix auquel c'est vendu aussi. Ça fait partie de ces choses. Alors, au niveau, justement, finalement, c'est bien, ça me permet de faire la transition. Dans ces vendeurs de solutions de traitement de l'eau, il faut prendre conscience qu'il y a de véritables escrocs. Alors, je ne vais pas dire les noms, c'est des grosses sociétés implantées au niveau national. Pas dire les noms pour ne pas m'en tirer d'ennui, parce que tout ça, peut-être qu'on va mettre l'enregistrement. Voilà. Mais je vous dirai après si vous voulez. Et donc eux, pour moi, c'est vraiment de la malhonnêteté. Ils le savent bien que ce qu'ils vendent, ça vaut rien, mais ils vont le présenter comme la super solution et qu'ils vont vendre à 1000, 2000 ou 3000 euros. Et d'ailleurs, ça va en général, ces sociétés-là vendent des solutions de filtration et vendent des solutions de traitement du calcaire par des adoucisseurs d'eau. Alors, tout ce qui est adoucisseur d'eau, enfin tout ce qui est traitement du calcaire, on ne va pas pouvoir en parler là non plus, ça ira plus en même temps que la dynamisation, parce que sinon il y aurait pas mal à dire aussi. Retenez simplement que l'adoucisseur, ça va être la plus mauvaise solution au niveau traitement du calcaire, au niveau en tout cas écologique et économique. Et voilà. Donc il y a également après d'autres solutions qui parfois coûtent très cher. On ne peut pas directement parler comme ça d'escroquerie, on peut pas parler. Il y a des gens qui y croient à leur système. Quand on voit les caractéristiques techniques, il y a des filtres qui coûtent 1000 euros, qui n'ont aucun argument technique, mais c'est vendu. Ben justement, là j'ai en tête un filtre américain, c'est vendu à l'américaine et l'important c'est la publicité. Après c'est vide, mais c'est donc il faut essayer de ne pas se faire avoir par ce genre de choses-là aussi. Après, il y a des tas de vendeurs qui sont honnêtes, heureusement, qui dans certains cas sont même compétents, et qui vendent des solutions adaptées à tous les prix. Parfois des solutions qui sont à des tarifs élevés, mais bon, qui ont quand même effectivement un certain nombre d'avantages. Jamais autant d'avantages finalement que le prix pourrait le justifier, comparé à des solutions moins chères, mais bon. Après, c'est à chacun de choisir. En tout cas, voilà, il y a de tout. Il n'y a pas que des escrocs, mais il y en a, et il y a possibilité de trouver des solutions économiques et efficaces, et c'est ce dont on va parler là. Alors,
Voilà, on va essayer de passer rapidement parce que du coup, le temps passe. Sur l'osmose inverse, j'en parle parce que c'est un peu finalement une des particularités de mes recherches. J'ai rassemblé, après avoir été persuadé que l'osmose inverse, ça serait la solution pour nous, on en est revenu, et j'ai rassemblé tous les inconvénients de l'osmose inverse. Pas simplement d'après moi, je les ai rassemblés, mais c'est des problèmes qui dans certains cas sont extrêmement connus, dans certains cas le sont moins, mais dont personne ne parle de l'intégralité de ces inconvénients en même temps. Et moi j'ai rassemblé tout ça. Finalement c'est une particularité de ce travail-là, de ce que j'ai écrit, puisque comme on disait ça va finir en livre, c'est probablement cette histoire, on verra comment on le diffuse. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, en expliquant que l'osmose inverse, ce n'est ni le meilleur système, comme beaucoup de gens le disent, et beaucoup de gens qui sont considérés comme spécialistes le disent, ni le meilleur système, ni même un bon système, tout court. En disant ça, je sais que je m'oppose à un certain nombre de gens, mais qui en général, quand ils disent ça, que l'osmose inverse est un bon système, ils n'ont aucun argument non plus pour le démontrer. Simplement, c'est connu. Voilà. Le bon système de filtration, c'est l'osmose inverse. Mais ça continue à être un effet de mode, en fait, et c'est vendu, voilà, il y a un gros truc commercial derrière, mais après il y a aussi des osmoseurs qui coûtent moins cher, tout, mais globalement, globalement, tous vont avoir au moins une partie de ces inconvénients-là, et il faut le savoir. Ça veut dire que si après vous allez vers une solution plus simple et que quelqu'un vous dit « Ah oui, mais moi j'ai un osmoseur, c'est le top », ben non, c'est pas du tout le top. Mais dans certains cas, il vaut mieux que les gens continuent à y croire, quand on voit ce qu'ils ont payé, ça peut être... Voilà, c'est à chacun de doser la réaction appropriée du coup. Et c'était, tu vois, nous on en a eu un à l'époque, on avait vendu l'occasion, et ça m'a déjà interpellé, parce que le mec qui venait d'Amérique, ou peut-être de Los Angeles, je sais pas, comme il se sortait de là-dedans, ça m'a fait drôle. Parce que c'était un scientifique, soi-disant, qui comprenait tout ça. Ouais. Qui nous a dit, bon, je me laisse à tel prix, parce que voilà, je le change. Et je la trouvais très lourde, cette eau. Ouais, elle n'allait pas. Alors, cela sentait pas bien. On va en parler, mais toi, dans ton cas, c'est probablement ce que tu peux avoir ressenti. L'eau osmosée, c'est une eau artificielle, d'abord. C'est une eau... elle n'a plus de vitalité, c'est un processus qui ne correspond à rien de naturel. C'est une eau qui est totalement déstructurée, morte, plus que morte, bon, plus que morte on ne peut pas, mais voilà, ça c'est la réalité de l'osmose inverse, mais normalement on le sait, le truc c'est que du coup, ceux qui l'ont compris vont dire, mais derrière il faut du coup la revitaliser. Mais le problème c'est que c'est pas si simple que ça de revitaliser une eau osmosée. Bon, on va parler, l'un des inconvénients des eaux osmosées dans certains cas, c'est qu'elles sont trop peu minéralisées, et il semblerait qu'une eau très peu minéralisée, on n'arrive pas à la revitaliser de la même manière. Il manque, les minéraux sont là comme support d'information également. Donc une eau qui serait une eau, comme style une eau distillée, une eau vraiment déminéralisée, on ne peut pas la redynamiser correctement. Ça tient, ou ça ne tient pas en fait, voilà. Bon. Donc, pour parler de l'osmose, alors voilà, j'aurais dû vous le montrer avant, si vous voulez voir l'osmose inverse, ça c'est différents osmoseurs. Généralement, l'osmose inverse, ça va avec un système de réservoir, comme là ou là. Il y a des systèmes sans réservoir, aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients, mais on va essayer de passer rapidement quand même, parce que de toute façon, c'est ce que je conseille, voilà. Alors, au niveau de la perte d'eau parfois très importante, ça c'est celui que tout le monde connaît. C'est-à-dire que... Comment ? Oui. Ouais. Ça fait partie de ces gens qui ont acheté quelque chose de cher et que quand on leur dit que ils viennent juste de le changer, et que quand on leur dit que finalement c'était pas bon et qu'ils viennent juste de le changer un mois avant, il faut le dire doucement. Mais ils ont changé ça une semaine avant que je commence à m'intéresser au problème. Alors j'aurais rien pu leur dire sur le moment. Donc la perte d'eau, c'est l'inconvénient le plus connu, qui est un inconvénient qui peut être très relatif d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que bon, un osmoseur moyen, on va considérer que pour produire un litre d'eau, il va en rejeter autour de 3-4 litres.
En théorie. En théorie. Avant, les osmoseurs d'il y a 20 ans pouvaient être moins performants, et pour produire 1 litre d'eau, et c'est encore le cas d'osmoseurs bas de gamme chinois, il fallait rejeter 8 litres, en théorie. Et aujourd'hui, certains se vantent de produire des osmoseurs qui ne rejettent que 1 litre pour 1 litre produit. Et c'est toujours un rejet théorique. Parce qu'on a pu observer en pratique, et j'ai pu moi-même mesurer en pratique, que, enfin, selon la configuration de l'osmoseur, et dans certains cas pour des osmoseurs basiques, mais vendus quand même par ces sociétés qui les vendent à 1 500 € quand même, hein, c'est un truc qui vaut rien mais qui est vendu à 1 500 €, on se retrouve avec des taux de rejet, des pertes d'eau beaucoup plus importantes. Voilà, ça veut dire que finalement, en pratique, un osmoseur qui est donné pour 4 litres de rejet pour 1 litre produit, il peut très bien en fait rejeter à certains moments 10 litres pour 1 litre. C'est pour ça que, alors on n'imagine même pas pour ceux qui ont du 8 litres théorique, 8 pour 1 théorique, ça fait que certaines personnes installent des osmoseurs et voient que tiens, la facture d'eau, elle augmente. Alors ça reste à relativiser quand même, parce qu'on parle là que de la filtration de l'eau de boisson, et au final, voilà, c'est pas des mètres cubes non plus. Voilà, sur un osmoseur récent qui a été vendu pour donner un exemple concret, qui a été vendu, on leur a dit que c'était, il avait un taux de 1 pour 1, c'était super moderne et tout, ça rejetait presque plus rien. Les mesures que j'ai pu faire, j'ai eu des taux de rejet de 7 litres pour 1 litre produit. Voilà. Et ça, sur suffisamment longtemps pour se rendre compte que c'est quelque chose de représentatif de la réalité, et à mon avis, dans certains cas, c'était même plus, ça aurait même été plus. Donc voilà, mais comme on disait, oui, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est à relativiser, ça fait, même si on perd 1 mètre cube, on perd 1 mètre cube par mois pour ça, bon, 1 mètre cube, ça va coûter 2 €, et puis cette eau, elle repart à la terre, c'est pas un problème écologique non plus, mais voilà, par contre, c'est pas forcément satisfaisant de savoir qu'on perd autant d'eau, c'est un élément. L'autre, alors la plupart des osmoseurs ont un système de réservoir, on a vu, parce qu'en fait, la membrane fait que, enfin, ce type de filtration, en fait, je ne suis pas parti dans l'ordre, c'est pas tout ça que je voulais dire. Je vais revenir après. C'est que, avant de parler des inconvénients, je voulais parler de, en fait, pourquoi ces appareils-là sont à la mode, comment on les vend. On les vend en les montrant comme quelque chose de super moderne, parce que ça a été inventé par la NASA dans les années 60 pour recycler l'eau dans les différents engins spatiaux habités. Et ça permettait que les astronautes puissent, après traitement, reboire l'eau de leurs urines, et des copains aussi. Et effectivement, voilà, effectivement, par rapport à ça semble, c'est une solution. On veut dire, dans certains cas, il n'y en a pas d'autres. Après, on peut imaginer qu'entre un osmoseur de la NASA et un osmoseur chinois, actuel à 50 €, parce qu'il y a aussi des trucs pas du tout chers qui vont être utilisés dans l'aquariophilie, c'est pas tout à fait les mêmes exigences de qualité. D'autre part, ce côté moderne, en fait, on se rend compte en creusant un peu que c'est une technologie qui n'est pas du tout maîtrisée. Enfin, c'est peut-être un bien grand mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas exactement comment elle fonctionne. C'est-à-dire que tout le monde, tous les vendeurs d'osmoseurs vont dire l'osmose inverse, c'est génial, parce qu'en fait, c'est une membrane avec une porosité de 0,1 nanomètre, et donc il n'y a rien qui passe à part les molécules d'eau H2O. 0,1 nanomètre, c'est petit. C'est très petit, c'est trop petit pour qu'on se rende compte, hein. C'est un 10 millième de micromètre, c'est un 10 millionième de millimètre, c'est bon, c'est petit. C'est très petit. Donc, voilà, les gens disent une membrane d'osmose inverse, c'est 0,1 nanomètre. Et en fait, on s'aperçoit après on s'aperçoit que ça, finalement, ce n'est qu'une hypothèse. On se doute d'ailleurs qu'à ce type de petitesse, on le voit pas, on le mesure pas, c'est pour ça que c'est une hypothèse en fait, ce 0,1 nanomètre. Et on s'aperçoit qu'il existe une autre hypothèse qui aujourd'hui semble avoir plus de validité, c'est qu'en fait c'est une membrane qui est très très fine et que l'eau va s'imprégner dans la membrane et se reconstruire de l'autre côté.
Et il y a un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement de l'osmose inverse et dans les inconvénients qu'il y a et dans le vieillissement de la membrane qui semblent plus concordants avec ça, qu'on ne comprend pas avec une porosité de 0,1 nanomètre et qu'on comprend avec ça. Et aujourd'hui, comme je disais, ça semble être l'hypothèse mise en avant. Donc ça montre à quel point on maîtrise le truc. Tout le monde dit que c'est comme ça, mais en fait, on ne sait pas trop, et peut-être c'est plutôt comme ça. Et c'est quand même le fonctionnement de base de l'osmose inverse, de l'appareil. Oui. Alors, globalement, le problème, c'est que justement, enfin, en la méconnaissant d'ailleurs, mais les gens assimilent dans l'osmose inverse la théorie à la pratique. Et en pratique, en fait, il y a beaucoup d'inconvénients dont la théorie ne parle pas. D'ailleurs, il y a une citation qui était intéressante, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, que en théorie, il n'y a pas de différence entre la pratique et la théorie. Mais en pratique, il y en a. Et ça, je l'ai entendu de la bouche d'un écrit de Jean-Louis Naudin, qui est un chercheur sur tout ce qui est énergie libre et compagnie. Donc, en fait, l'osmose inverse, tous les inconvénients dont on va parler, c'est des inconvénients pour le particulier. L'osmose inverse, c'est un système qui est utilisé au niveau industriel et qui, à ce niveau-là, est bien plus maîtrisé, on va dire, même si la théorie initiale, on ne sait pas trop, mais est très utilisé au niveau industriel. Dans certains pays, les eaux en bouteille sont pratiquement toutes purifiées par osmose inverse, quand il n'y a pas d'eau de source ou compagnie. Et en France aussi, je pense que c'est utilisé pour la production... Enfin, oui, dans certaines... Des entreprises qui vont produire des boissons, par exemple, vont purifier l'eau, dans certains cas, de cette manière-là. Les osmoseurs industriels, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des gros machins qui vont fonctionner plus ou moins en permanence. Ça va être un des avantages, parce que l'un des inconvénients vient du fait de l'utiliser que de manière ponctuelle. Il va y avoir il y a des gens qui les surveillent, il y a des gens... C'est pas du tout les mêmes contraintes au niveau industriel qu'au niveau particulier. Alors, l'eau produite, elle aura les mêmes inconvénients au niveau vitalité, ou absence de vitalité, mais tous les problèmes qu'on va évoquer là, au niveau industriel, peuvent être résolus de manière beaucoup plus facile. Et donc, juste pour se faire une image aussi, et bien se le représenter, cette membrane d'osmose inverse, qui est une membrane synthétique, donc, une matière synthétique, aurait une épaisseur de 0,2 micromètres. C'est ce qu'on dit. Donc là aussi, c'est petit, c'est fin. Donc, prenez 1 millimètre, vous le divisez par 5000, et puis ça fait la membrane. Alors, donc là, voilà, l'eau, elle est filtrée en passant à travers ça. C'est tout fin. Si on compare avec une cartouche de charbon actif dont on va parler, qui va avoir une épaisseur d'à peu près 2 cm, c'est-à-dire que le cheminement de l'eau dans la cartouche de charbon actif va se faire sur une épaisseur 100 000 fois plus grande que dans la membrane. Voilà, c'est juste pour se le représenter. Alors, je reviens aux inconvénients. Donc, on a parlé de la perte d'eau. La contamination du réservoir, ça c'est un truc, bon, il faut en parler aussi. L'eau est stockée dans un réservoir qui est à l'abri de la lumière. Malgré tout, il y a ce qui s'appelle un biofilm qui se crée à l'intérieur. Il y a la vie qui se crée à l'intérieur, en fait, petit à petit. Ces réservoirs ne sont jamais nettoyables, sauf exception. Elles ne sont jamais changées, c'est-à-dire qu'on peut garder un osmoseur pendant 20 ans, ça sera le même réservoir. On peut imaginer, on peut imaginer ce qu'il va y avoir dedans. Je vais peut-être avoir l'occasion bientôt de faire une autopsie d'un réservoir, ça sera intéressant justement. Ouais. Et donc, on pourrait dire c'est pas très grave parce que c'est comme des algues, c'est quelque chose de vivant, mais c'est pas forcément toxique. On pourrait dire ça, c'est ce que je pensais avant. Apparemment, des études ont été faites au Québec ou au Canada de manière générale, je ne sais plus, qui ont montré que, en fait, c'est un problème et qu'il y a un certain nombre de maladies qui proviennent de ça et que les gens qui boivent de l'eau osmosée étaient plus malades que ceux qui n'en buvaient pas. Dans cette histoire de réservoir, c'est un problème. Mais bon, il y a aussi des osmoseurs sans réservoir, à flux direct, comme on appelle. Donc, on peut le résoudre de cette manière-là, avec d'autres inconvénients. Alors, là, la capacité de filtration, c'est quelque chose qui est quand même important, c'est tous ces contaminants dont on a parlé, mais en quelle proportion on va réussir à les arrêter. Donc, les osmoseurs, en général, vont avoir une capacité de rétention des polluants initiale
qui va être de 90 à 98%. 98% pour les meilleurs, 90% pour les moins bons. On pourrait se dire, c'est déjà pas mal. Il y en a au moins 90% qui s'en vont. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, les systèmes de filtration par charbon actif font mieux. Donc du coup, il n'y a pas d'avantage de l'osmose inverse par rapport à ça. Globalement, c'est un inconvénient. C'est moins bon que les meilleurs systèmes à charbon actif. Donc, et le plus intéressant dans tout ça, c'est que cette capacité de filtration, en plus, elle chute dans le temps. C'est-à-dire que celui qui a 90% au début, en fait, au fil du temps, ça va baisser, et puis on va changer la membrane quand ce sera qu'à 70%. Donc à 70%, ça veut dire que bon, 30% des contaminants passent quand même. 70%, ça paraît, c'est assez bas. Dans certains cas, ceux qui se préoccupent plus de la qualité de leurs produits vont dire de changer à 90 ou à 92%. Mais il faut savoir que c'est quand même moins que des cartouches qui coûtent beaucoup moins cher. Et en plus, ça baisse aussi quand l'eau est froide. C'est-à-dire que la capacité de filtration d'une membrane d'osmose inverse, dans une eau à 10 degrés, c'est le classique en hiver, on va dire, elle est encore moindre. Et là, on ne sait pas de combien. Donc, bon, ça, ce problème de relargage des polluants à chaque démarrage, c'est quelque chose... il y a un certain nombre de sites qui en parlent. En France, on ne trouve pas beaucoup de gens qui en parlent. Il y a une société qui s'appelle Natural Water, qui est française, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, qui a résolu ce problème-là. Il en parle, il a trouvé une solution à ça. Les Américains en parlent plus, qui connaissent, aux États-Unis, l'osmose va être encore plus développée qu'ici. Mais c'est un problème, et ça serait à confirmer que dans tous les cas, mais c'est un problème, il faut trouver une solution. Sinon, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à tirer de l'eau, à ce moment-là, le taux de polluants dans l'eau est maximal, quoi. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui se mesure, mais que j'ai pas moi eu l'occasion de vérifier encore. Alors la minéralisation trop faible, ça on en a parlé, c'est aussi un des problèmes connus, c'est que dans certains cas, notamment dans des patelins comme chez toi, où il va y avoir une minéralité relativement faible de 130 mg par litre, avec un osmoseur qui va enlever, quand il sera neuf, admettons 92%, on se retrouve avec une eau qui a moins de 10 mg par litre de minéraux, ce qui est très peu. Alors là aussi, on ne va pas rentrer dans le débat, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut que l'eau soit le moins minéralisée possible. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne crois pas avec ça. Il y en a beaucoup d'autres qui disent que c'est faux, que c'est le contraire. Donc c'est pour ça que quand on dit l'eau, ça reste quelque chose encore de mystérieux. Il y a plein de choses qui sont encore en débat. Mais globalement, on disait déjà que l'eau osmosée, c'est une eau artificielle. Les eaux naturelles, elles ont des minéraux. Donc il y a beaucoup de gens qui, notamment quand ils vont s'appuyer sur les dires d'un certain Louis-Claude Vincent, et qui a l'origine de la bioélectronique de Vincent, ils vont prôner une eau qui ne correspond pas à une eau naturelle. Et finalement, pour moi, ça revient à dire, en fait, la nature, elle est mal faite, et il faut un osmoseur pour avoir une bonne eau. Voilà, le fait de dire que la nature est mal faite, bon, ça me gêne un peu quand même. Donc, alors du coup, dans certains cas, on va reminéraliser. On enlève tous les minéraux avec l'osmose inverse, mais derrière, on reminéralise. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas comment on reminéralise. C'est-à-dire en fonction du temps que l'eau va passer en contact avec les minéraux, c'est-à-dire est-ce qu'elle va y stagner parce qu'on a arrêté la production d'eau, et puis du coup, l'eau reste dans la cartouche de reminéralisation, ou est-ce qu'on prend un gros volume, et du coup, elle ne fait que passer. Elle ne va pas se charger en minéraux de la même manière, et au final, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Voilà. Mais, alors, bon, je vais en parler après de cette histoire. Oui. Oui. Bon, on disait, un des problèmes qu'il y a chez les particuliers qu'il n'y en a pas dans l'industrie, c'est que la membrane est très vulnérable en cas d'absence. La membrane, apparemment, peut sécher. Je n'ai toujours pas compris comment quelque chose qui est censé être dans l'eau peut sécher, mais apparemment, il y a ce problème-là, l'osmose inverse, si on ne l'utilise pas régulièrement. Et une semaine d'absence, c'est déjà trop. C'est déjà problématique. Donc du coup, voilà, il y a des solutions, il y a des gens qui proposent un kit vacances justement pour que périodiquement le truc se rince.
le truc se rince pour qu'elle ne puisse pas sécher. Bon, c'est un problème qui demande une solution. Dans certains cas, il y a des solutions, et dans d'autres, s'il n'y a pas de solution, ben, le problème est là. Bon, la contamination possible par le tuyau de rejet, c'est-à-dire que c'est anecdotique, c'est que tout ce rejet d'eau, c'est un petit tuyau qui relie la partie proche de la membrane à l'évacuation à l'égout. Quelqu'un qui a déjà regardé un peu ou ouvert un tuyau d'évacuation d'eau, c'est un peu voilà, le genre l'aspect qu'on peut trouver à l'intérieur. Toute cette prolifération bactérienne, ben, voilà, apparemment, dans certains cas, peut remonter vers la membrane et du coup altérer encore la membrane qui n'avait plus besoin de ça déjà. Parce que... Alors, bon, l'entretien contraignant, c'est ça. Quand on lit les modes d'emploi, en réalité, c'est pas si simple. C'est pas juste j'ai mon osmoseur et je prends l'eau de temps en temps. Il semblerait qu'il faille faire un rinçage de temps en temps, faille faire une désinfection, tout simplement au moment du remplacement des cartouches notamment. Mais en tout cas, ce rinçage, c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour que ça marche bien, mais qu'en pratique, on ne peut pas faire. Les gens ne vont pas faire. Donc, soit ça va se faire tout seul grâce à de l'électronique, c'est ce que je disais avant. Il y a un certain nombre de ces problèmes qui peuvent être résolus par de l'électronique, mais du coup, on se retrouve avec dans certains cas, des appareils avec des véritables petites cartes mères, et donc, du coup, une source de panne supplémentaire. Voilà. Donc, la pollution électromagnétique, elle sera à gérer. Alors, dans certains cas, les gens sont conscients de ça, donc du coup, vont mettre l'électricité sera blindée, mais si elle ne l'est pas, c'est voilà. Bon. Et donc, voilà, c'est des systèmes qui sont compliqués. On a vu que c'est dans certains cas, enfin, dans tous les cas, plus ou moins, des véritables usines à gaz. Avant la membrane, qui va être ce gros truc-là, il va y avoir 3 préfiltres en général, au moins 2, ou dans certains cas 3, parce qu'en fait, la membrane, elle n'aime pas du tout le chlore. Donc, il ne faut absolument pas qu'il y ait de chlore qui arrive jusqu'à la membrane. Pour ça que dans tous les cas, il faudra quand même qu'il y ait du charbon actif avant la membrane, parfois du KDF qui va durer plus longtemps, pour enlever ce chlore. Donc il va y avoir un préfiltre pour les sédiments, un autre à charbon actif en granulé, un autre à charbon actif en bloc pour être sûr. Après il y a la membrane, et après, dans certains cas, dans certains cas on va reminéraliser, mais dans pratiquement tous les cas, il y a également une autre cartouche de charbon actif, un post-filtre, on va dire, de charbon actif après la membrane, qu'ils appellent de lissage, ou de, je ne sais plus quel est l'autre terme, pour améliorer le goût en fait. C'est-à-dire que cette eau qu'on est censé avoir filtrée, il n'y a plus rien dedans, apparemment, elle pourrait avoir mauvais goût. Donc on peut se demander d'où vient le mauvais goût. Pour moi, il peut venir de 2 choses. Soit justement du réservoir qui est contaminé, probablement ça peut venir de là, et d'autre part de la membrane qui est dans des matières plastiques, dans des matières synthétiques, de qualité, qui dans certains cas, en tout cas, vont être de qualité douteuse. C'est que c'est l'un des arguments pour ne pas aller vers des systèmes trop peu chers ou trop économiques, ou comme on peut trouver sur Amazon un osmoseur comme ça à 100 € qui vient de Chine. Bon, la cartouche c'est une chose, mais l'ensemble, ça peut coûter. Ça va être le cas parce que l'osmose est utilisée dans l'aquariophilie également. Bon, il y a tout type de prix, mais dans certains cas, on n'a aucune garantie sur la qualité des plastiques. Et au final, voilà, dans certains cas, ça va coûter 500, ça va être un prix de base normal. Il y en a moins cher, mais moins cher, c'est pas raisonnable. À 500, il peut y avoir tout en prenant en compte ces inconvénients dont certains vont être résolus, il peut y avoir des solutions correctes, mais après ça va être 1500, 1500, 2000 € pour un osmoseur, avec tous ces inconvénients-là. Ou 3000 €, je veux dire, dans ceux qui sont pleins d'électronique, on arrive à 3000 €. Pour une qualité d'eau, pour beaucoup d'inconvénients, certains résolus, d'autres non. Une qualité d'eau, dans tous les cas, morte, à régénérer, il faut voir de quelle manière. Donc l'osmose inverse, tout ça j'espère que vous aurez compris qu'il faut oublier. J'ai tout compris, on a compris. Voilà. Ça coûte cher et c'est moins bien. Parce que j'ai été gentil en disant bien plus d'inconvénients que d'avantages. En réalité, quand je cherche les avantages, j'en vois pas vraiment. Oui. Bon, donc une fois qu'on a vu que l'osmoseur
qui est proposé par les grandes sociétés de vente de solutions de traitement d'eau n'est pas une option. Comment on peut faire autrement? Je voulais faire juste un petit retour en arrière par rapport, on parlait du citron avant pour reminéraliser, et ça me fait penser après avoir évacué l'osmose inverse, il y a certaines personnes qui vont dire qu'une bonne manière d'obtenir une eau de bonne qualité, c'est de la distiller. Et il y a certains sites que je ne vais pas citer justement qui sont pro distillation de l'eau. Et alors ce qui est rigolo, c'est que on retrouve également avec une eau artificielle. Donc la distillation, c'est qu'on fait bouillir l'eau, elle s'évapore, et puis elle se recondense, et du coup, et on boit cette eau recondensée refroidie. Alors, ce qui est rigolo, c'est que déjà, ça ne permet pas, sans doute, oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a aucune garantie que l'eau soit dépolluée, puisqu'apparemment, certains dépolluants vont s'évaporer en même temps que l'eau. Le calcaire, ça ne va pas être le cas, qui n'est pas un polluant d'ailleurs, mais donc ça permet d'avoir une eau très peu minéralisée, mais pas forcément une eau dépolluée. Il faudrait faire le tri entre les polluants qui vont effectivement rester en bas et ceux qui montent avec. Et ça, on n'en parle pas trop. Et alors, ce qui est rigolo quelque part, parce que c'est important pour comprendre, c'est que certaines de ces personnes vont dire « Ah ben moi, je bois une eau distillée depuis 1 an, depuis 3 ans, et puis en fait, ça va très bien. Et je bois ça tous les jours. » Pourtant, on dit, mais une eau déminéralisée, normalement, le risque, c'est que ça déminéralise, justement. C'est que ça entraîne les minéraux du corps, parce que l'eau, en ayant très peu, elle va avoir tendance à absorber les autres. Mais et du coup, eux, ça ne leur fait pas. Et pourquoi? Mais en fait, quand on les entend, on s'aperçoit que leur eau distillée, mais en fait, ils leur rajoutent quand même un petit peu de citron, ou un petit peu de sérum de Quinton, ou de sel, un petit peu de sel. Donc finalement, l'eau qu'ils boivent, ce n'est pas une eau distillée sans minéraux. C'est une eau qui a été reminéralisée de cette manière-là. Et comme de toute façon, en plus d'avoir été créée d'une manière artificielle, on n'est même pas à l'abri qu'une partie des polluants soit passée, ça n'a également aucun intérêt, vu que c'est aussi un procédé énergivore, puisqu'il faut faire bouillir l'eau, un procédé contraignant, il faut la faire bouillir, qu'elle refroidisse de nouveau. Donc par rapport aux solutions dont on va parler là, ça n'a aucun intérêt. Alors, je ne me souviens plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une eau qui est trop calcaire? Pour une eau trop calcaire, on a dit qu'on en parlera dans un deuxième temps, parce qu'il y a un certain nombre de solutions. Voilà. Il y a un certain nombre de solutions, mais on ne va pas en parler là, parce que sinon on n'est pas sorti. Donc, il existe... Bon, on va voir quels sont les matériaux qui vont permettre de filtrer l'eau. Alors, l'un des matériaux classiques, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça va être la céramique. Bon, là, c'est... D'ailleurs, je vous ai montré un peu. Bon, c'est la même. C'est une petite cartouche de céramique, mais ça, c'est une petite cartouche, c'est un filtre de brousse, en fait. C'est pas un filtre pour la maison. C'est Katadyn, qui était l'une des grandes marques classiques pour la céramique, reconnue au niveau mondial, une marque suisse. La céramique, c'est très bien pour certaines choses, mais que pour certaines choses, et pour pas beaucoup de choses, en fait. Ça va filtrer les bactéries, principalement. Et autres, je ne sais plus ce qu'on appelle protozoaires, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais bon, c'est pas terrible pour les virus, en tout cas, c'est surtout les bactéries. Les produits chimiques, rien du tout. Voilà, d'autres types de parasites. C'est-à-dire que c'est très bien pour des eaux non considérées potables. Les eaux en Afrique, c'est ça qu'on va utiliser, et ça marche très bien. En montagne, vous pouvez prendre l'eau du ruisseau en dessous des vaches et des chevaux, il n'y a aucun problème. Sauf que ça ne traite pas le goût, donc vous aurez le goût quand même. Ça, j'ai fait l'expérience. Mais en tout cas, on n'est pas malade. Mais il ne faut pas que les produits chimiques, eux, ils passeront. Donc l'utilisation de la céramique dans les solutions de filtration pour l'eau du robinet, d'après moi, elle n'a pas de sens. Elle est utilisée dans certains cas, et ça va être le cas chez Doulton, par exemple. Mais au final, avec des capacités de filtration qui ne sont pas terribles, et c'est dommage qu'il n'ait pas... Enfin, je considère que c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé plus de charbon actif plutôt que de mettre de la céramique. J'ai l'impression que c'est un héritage
d'une époque où on a construit ces cartouches de céramique parce que l'eau du robinet n'était pas encore potable et ça avait tout son sens. Aujourd'hui, ça ne l'a plus. Surtout que pour tout ce qui est bactéries et compagnie, les cartouches de charbon actif le font aussi. Les bonnes cartouches de charbon actif. Donc, aucun intérêt. Le KDF, alors j'allais vous en montrer, mais pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer là, je ne peux pas vous en montrer. Je ne peux pas vous en montrer. C'est un matériau, en fait de la grenaille de zinc et de cuivre. De zinc, ouais, de cuivre. C'est un très bon matériau, enfin pas de traitement de l'eau, on va dire, ça ne filtre pas. Alors que je le dise bien. Donc c'est une réaction électrochimique en fait qui va transformer les contaminants en des éléments inoffensifs. Le KDF en fait va être utilisé pas tellement pour les filtres à eau de boisson. Ça peut être utilisé parfois notamment pour enlever le chlore avant un osmoseur, c'est rare, mais c'est surtout pour les filtrations centralisées que ça va être intéressant. Parce que comme c'est les matériaux en poudre comme ça, pulvérulents comme on a vu, ne vont pas beaucoup réduire le débit de l'eau, ce qui est intéressant dans une filtration où il y a toute la maison qui doit être filtrée, qu'on a besoin de faire fonctionner 2 ou 3 douches en même temps, comme ça. Et donc dans certains cas, le KDF va être très intéressant. On en reparlera, mais en fait on en reparlera plutôt à la fin, avec la filtration centralisée. Un autre matériau, c'est celui dont on... Le calcaire aussi? Non. Ah oui, alors le KDF, il agit sur le chlore, et les sous-produits, sur les métaux lourds, les pesticides, les nitrates, le radon, et plein d'autres trucs. Mais d'une manière qui est difficilement quantifiable quand même. On va parler des quantités après. Dans le cas de toutes ces solutions de filtration en granulés, on ne sait jamais exactement ce que ça filtre, les quantités. Normalement, il transforme. Et c'est pas alors voilà, on vient au charbon actif, qui lui est utilisé depuis des siècles aussi au niveau de la purification de l'eau, qui est un très bon matériau qui... Oui, alors la caractéristique, le fonctionnement du charbon actif, en tout cas quand il n'est qu'en granulé, quand il n'est pas en bloc, c'est en fait, il fonctionne par adsorption, avec un D, pas avec un D comme Daniel, pas avec un B comme Béatrice. L'adsorption, en fait, ça va être la capacité qu'aura ce matériau à attraper, à coller sur lui les différents éléments présents dans l'eau, et du coup à les arrêter de cette manière-là. Il ne les arrête pas physiquement, avec des pores fins à travers lesquels le polluant ne passe pas. Il arrête les éléments chimiques en les collant sur sa surface. Ce qui est intéressant, c'est que... ce que je voulais dire, c'est que le charbon actif, il peut être fabriqué de différentes manières, ça peut être à partir de bois, à partir d'autres éléments, mais celui qui est le plus communément ou systématiquement utilisé pour la filtration de l'eau, c'est le charbon actif réalisé à base de coquilles et de noix de coco. Tous les charbons actifs de bonne qualité pour l'eau, c'est toujours de la coquille de noix de coco. Au début, nous on avait ce système-là depuis longtemps, et je croyais qu'en ayant un truc à base de coquille de noix de coco, carbonisé comme ça, on avait quelque chose d'un peu exotique. Mais en fait non, c'est la norme, c'est systématiquement comme ça. Après, il peut être fabriqué de différentes manières. Quand on parlait d'adsorption, là aussi par rapport aux valeurs qu'on ne peut pas se représenter finalement, il semblerait que le charbon actif, en fonction de la qualité, ait une surface, donc il faut bien le voir comme quelque chose de poreux en fait, et de poreux au niveau microscopique. Une surface disponible pour l'absorption des polluants, phénoménale, de l'ordre de 500 à 1500 mètres carrés par gramme. C'est ce qu'on dit régulièrement, on ne peut pas le vérifier, c'est totalement incroyable, ça nous dépasse complètement. Et du coup, j'ai fait la petite expérience parce qu'il disait, avec 3-4 grammes, on a l'équivalent de la surface d'un terrain de foot. Là, il y a un terrain de foot en surface d'absorption. Dans le cadre des meilleurs. Ça veut dire que ça filtre une grande quantité d'eau.
ça va avoir une grande capacité d'absorption de ces... Il y a beaucoup de polluants qui vont pouvoir être arrêtés par même une quantité relativement faible. C'est ce qu'on a avec les cartouches Brita, finalement. Dans les Brita, il y a du charbon actif. Merde. Il y a du charbon actif, comme ça, en granulé. Si vous voulez le voir, il y en a ici. Celui-là, il est déjà contaminé, ça ne se voit pas, hein, mais il est déjà utilisé. On en fait quoi après? On le met à la poubelle? Oui. Des ordures ménagères? Normalement, oui. Voilà. C'est rebrûlé comme ça. Voilà. Donc, voilà, alors, le charbon actif, le principe, c'est celui-là. Après... Oui, ben justement, j'y viens. J'ai oublié de dire quelque chose, mais par rapport au truc du citron, mais après ça. Et donc, ce charbon actif peut être utilisé soit en granulé, comme ça, souvent dans les pré-filtres, ou dans les, comme on disait, toutes les solutions où il va falloir maintenir un débit d'eau suffisant. Il ne faut pas que l'eau soit trop ralentie. Et sinon, il peut être utilisé en bloc. Ça, c'est une cartouche. Alors, en fait, celle-là, j'ai fait la même chose, là, si vous voulez la voir. Voilà, ça, c'est une cartouche usagée. Et donc, voilà, que j'ai coupé, comme ils ont fait sur la photo. Et ça ne noircit pas non plus. Hein. Donc ça, c'est un charbon actif d'excellente qualité, en bloc de cette manière-là. Alors, justement, voilà, si on veut avoir une bonne filtration, c'est nécessairement en bloc. Par contre, il y a bloc et bloc. Et c'est là aussi que, bon, peu à peu, on va aller vers la solution. Mais bon, non, mais j'en parle pas maintenant. Voilà, il y a bloc et bloc, on en parle après. Et donc, voilà. Donc par contre, en bloc, ça réduit nécessairement le débit. L'eau met plus de temps à passer à travers. Et je parle également des résines, soit des résines échangeuses d'ions, soit des résines adsorbantes. Donc dans ce cas, les résines adsorbantes, ça va être un peu le même principe que le charbon actif, mais elles vont avoir une capacité à absorber certains produits plus que d'autres que le charbon actif n'est pas capable de faire. Par exemple, par rapport au fluor, notamment, c'est le cas. Et les résines échangeuses d'ions, on en a parlé avant parce qu'il y en a dans les carafes Brita, ça peut permettre de réduire le calcaire. D'ailleurs, les adoucisseurs d'eau, ces gros machins là pour adoucir l'eau, c'est sur le principe, c'est utiliser des résines échangeuses d'ions qui vont en fait échanger tous les ions calcium et magnésium par des ions sodium. Et donc en fait, ça débarrasse l'eau de tous les ions calcium et magnésium, mais ça la charge en sodium. Et dans certains cas, si l'eau était dure, ça va beaucoup la charger en sodium. Et ça fait des eaux d'ailleurs qui vont être salées sur les lèvres. Alors d'ailleurs, ça c'est une... Bon là, elle est dans l'eau. Ça c'est une résine. C'est juste pour... ça reste de la poudre. Non, de toute façon, ça reste une poudre qui est solide initialement. Mais celle-là, on l'a déjà utilisée et je l'ai stockée dans de l'eau pour éventuellement la réutiliser parce que je l'ai utilisée que pour un test, en fait, elle n'est pas du tout saturée. Et donc, voilà, elle va capter certains ions et elle va en donner d'autres à la place. Dans le cas des adoucisseurs, on a vu que c'était de cette manière-là. Pour les nitrates, ça marche de la même manière. Pour les nitrates, c'est aussi des résines échangeuses d'ions qui vont permettre de les traiter bien. Simplement, au lieu de remplacer par du sodium, ça va remplacer par des ions chlorure, je crois. Des ions chlorure. Et du coup, certaines de ces résines peuvent être régénérées avec du sel. C'est le principe des adoucisseurs. Et pour remettre dans l'adoucisseur, ça permet de remettre du sodium qui vient de sel dans la résine pour qu'elle puisse après de nouveau l'échanger avec le calcaire des eaux. Bon, c'est un autre problème. Donc les résines, dans notre cas, elles vont être utilisées principalement dans des solutions de pré-filtre en fait. Qu'est-ce que c'est qui donne cette eau un peu glueuse des fois? Alors, ou glissante. Non, si je ne sais pas quelle c'est. Ouais, c'est vrai. Alors, en tout cas, je ne sais pas si on parle de la même chose. Ça va être un des inconvénients des adoucisseurs d'eau, c'est qu'en chargeant l'eau en sodium, ça donne une eau qui est glissante. C'est une eau qui ne rince pas bien les savons, par exemple.
Et ça, c'est les caractéristiques des adoucisseurs, et notamment dans les endroits où il y a pas mal de calcaire. Parce qu'un adoucisseur, s'il y a peu de calcaire, du coup, forcément, il va mettre peu de sodium et ça ne se sentira pas pareil. Mais sinon, s'il y a pas mal de calcaire, il va y avoir beaucoup de sodium, ce qui d'ailleurs, du coup, ce n'est plus une eau potable de la même manière. Il faudra enlever ce sodium. Et là, ça devient compliqué parce que la seule manière d'enlever le sodium, c'est l'osmose inverse. Et du coup, on se retrouve avec... c'est-à-dire que l'adoucisseur, c'est pas une bonne solution. C'est pas pour rien que justement certaines sociétés et certaines sociétés escrocs, vendent en parallèle les adoucisseurs et les osmoseurs. Sans doute les deux vont... tout à fait. Chez elle, on le sent très bien et c'est très désagréable. Ben, c'est ça. Elle a un adoucisseur. Elle a un adoucisseur et comme l'eau est effectivement, j'ai pu la mesurer, est effectivement bien calcaire. Voilà. Bon, j'ai parlé de la différence entre les granulés et les blocs. Alors on a dit que les résines en impasse, on revient au charbon actif parce que finalement on va se concentrer là-dessus. La solution universelle, on va dire, pour la filtration de l'eau, ça va tourner autour du charbon actif. On a vu que les charbons en bloc permettaient de filtrer de manière beaucoup plus fine, justement, les différents polluants. Puisque l'eau est contrainte réellement à traverser l'ensemble de la couche et ne va pas, comme dans les granulés, avoir tendance à se créer des petits cheminements où finalement elle sera moins en contact, ou moins longtemps en plus, ou de manière moins appuyée, on va dire. Donc, et dans les blocs, comme je disais, il y a bloc et bloc. On trouve des cartouches, des blocs de charbon actif, toujours sur ce standard-là, qui est le standard, c'est du 9 pouces 3/4, c'est le classique, on va dire, dans les cartouches. On en trouve à très bas prix, mais il faut savoir que certains charbons actifs, certains blocs de charbon actif sont, pour les agglomérer, c'est une poudre de charbon actif qu'on va agglomérer. Dans certains cas, on les agglomère avec des cols. Voilà. Et dans certaines cartouches, il semblerait qu'il puisse y avoir 1/3 de liant, de colle. Et voilà. Donc ça va être une cartouche, ça va être marqué charbon actif en bloc, et puis en fait, on ne sait pas trop comment c'est fabriqué. Donc il y a bloc et bloc, comme je disais, et c'est là qu'on arrive à des choses de plus en plus concrètes au fur et à mesure, à la marque carbonite, qui est de l'avis de plusieurs personnes, de nombreuses personnes, on va dire, l'utilisation la plus performante du charbon actif. C'est comme ça que c'est une manière de résumer les choses. Après avoir décrit dans la première vidéo les avantages que procure la filtration de l'eau à la maison, notamment de l'eau de boisson, puis avoir listé dans cette deuxième vidéo les solutions à éviter, en particulier l'osmose inverse, la troisième vidéo de cette série va permettre d'aborder des aspects de plus en plus concrets. J'y décrirai la solution que j'ai retenue, les types d'installations possibles, sur ou sous évier, et leur prix, les différents choix de cartouches, et je donnerai une liste des boutiques où se procurer ces solutions.